Burkina Faso, le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu dès le premier tour avec 57,87% des suffrages pour un deuxième mandat. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé mercredi à la communauté internationale de ne pas interférer dans le conflit au Tigré. C'était à quelques heures de la fin de l'ultimatum qu'il a donné aux dirigeants de cette région. En Guinée, les partisans du principal parti d'opposition ont manifesté mercredi pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. Plusieurs manifestants ont été blessés. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Burkina Faso pour le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré. Il a été réélu dès le premier tour avec 57,87% des suffrages pour un deuxième mandat. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président de la commission électorale indépendante, Newton Ahmed Barry. Reportage. Roch-Marc Christian Kaboré, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso, a affirmé Newton Barry. Eddy Komwigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, arrive deuxième avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, 12,46%, considéré comme le chef de l'opposition jusque-là. Après cette proclamation, Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Roch-Marc Christian Kaboré, à la tête du Burkina Faso depuis 2015, apparaissait depuis le début du processus comme le grand favori de l'élection présidentielle du dimanche 22 novembre, malgré un bilan miné par une descente aux enfers sécuritaires face au groupe djihadiste. En 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré, renversée par une insurrection populaire après 27 ans de pouvoir, l'élection de Kaboré, dès le premier tour avec 53,49% des voix, avait suscité de grands espoirs de développement et de changement au pays des hommes intègres. Il avait su rassembler aussi bien des anciens du régime Compaoré que ses opposants. 5 ans plus tard, le Faso s'est enfoncé dans le chaos avec des attaques de groupes djihadistes quasi quotidiennes, ayant fait plus de 1200 morts en 5 ans, des pans entiers du pays échappant à l'autorité de l'État et les forces de l'ordre semblant incapables d'enrayer la spirale de violence. Mais Kaboré, de l'ethnie majoritaire Mossi, ancien banquier et homme réputé consensuel, semble pour l'heure être passé entre les gouttes de la sanction populaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé mercredi à la communauté internationale de ne pas interférer dans le conflit au Tigré. C'était à quelques heures de la fin de l'ultimatum qu'il a donné aux dirigeants de cette région pour se rendre ou subir une attaque sans pitié sur leur capitale. 3 semaines après le début du conflit entre l'armée fédérale éthiopienne et les autorités dissidentes de cette région du nord du pays, la perspective d'un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour ses quelques 500 000 habitants. Diplomates, institutions internationales et puissances étrangères tentent d'encourager le dialogue, mais le Premier ministre Abiy Ahmed a opposé un rejet aux tentatives de médiation. Le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'un élément fondamental de l'ordre national était le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'États souverains. En clair, une fin de non-recevoir à toutes les démarches en faveur du dialogue. Malgré des divisions entre pays africains et européens, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une première réunion sur le conflit, sans déclaration commune à sa sortie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la fin des combats entamés le 4 novembre dernier. L'armée qui a appelé les habitants de Mekele à fuir assure être prête à encercler la ville avec des chars et que la bataille qui s'ensuivra sera sans pitié. L'Union africaine, dont le siège est basé dans la capitale éthiopienne, a entamé une tentative de médiation dont elle a chargé les anciens présidents mozambicains Joaquim Chissano, libérienne Ellen Johnson Sirleaf et sud-africain Kgalema Motlanthe. Mais le gouvernement éthiopien a réitéré son refus à ce stade d'une telle initiative, précisant qu'il parlerait avec ses envoyés
par respect pour les dirigeants africains. Sur le terrain, la ville de Meïkadra, une localité de la région du Tigré, a été le théâtre d'un massacre le 9 novembre qui aurait fait des centaines de victimes. Amnesty International a enquêté et rencontré des rescapés. Selon l'ONG, la plupart des victimes ont été blessées, ou du moins les blessures de la plupart des victimes ressemblent à des coups de couteau ou des attaques avec des objets contendants. Ces atrocités font l'objet d'accusations croisées impliquant chaque camp du conflit au Tigré, où les forces pro-gouvernementales affrontent les troupes des autorités régionales du Front de libération du peuple de Tigré. On écoute. Dans l'après-midi du 9 novembre, une bataille a eu lieu non pas dans la ville de Meïkadra, mais en dehors de la ville, et les forces de sécurité fidèles au gouvernement régional du Tigré ont perdu la bataille. Elles se sont donc retirées dans la ville de Meïkadra et cela a été immédiatement suivi par ce massacre qui a potentiellement tué des centaines de personnes. Nous avons parlé aux victimes, dont certaines ont fui à Gondar, ainsi qu'à celles qui ont été blessées et qui sont maintenant soignées à l'hôpital de Gondar. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est que la milice de l'administration locale et le collectif de jeunes, qui sont principalement issus de la communauté du Tigré, s'en prenaient aux habitants d'ethnie Amhara. La première conclusion de ce rapport est qu'il y a eu un massacre dans la ville de Meïkadra. Meïkadra est une grande région, il y a une partie rurale de Meïkadra et il y a une ville. Ce que nous avons découvert, c'est que ce massacre a eu lieu dans la ville. Nous avons triangulé cela. Les images qui proviennent de cette partie de la ville et aussi notre médecin légiste a confirmé que la plupart des victimes ont des blessures ressemblant à des coups de couteau, des attaques avec des objets contondants. Nous demandons aux deux parties de rétablir la communication par Internet et par téléphone portable et de faciliter l'accès physique à la région, en particulier pour les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Et nous avons un rôle à jouer pour découvrir ce qui s'est réellement passé et pour enquêter sur ce qui s'est passé. En République démocratique du Congo, les consultations politiques lancées il y a 3 semaines par Félix Tshisekedi se sont achevées ce mercredi 25 novembre. Quasiment toutes les couches de la population ont été reçues par le chef de l'État. Politiciens, hommes d'église, syndicalistes, personnalités dites indépendantes, chanteurs, sportifs, retraités, sans domicile fixe, sont passés au Palais de la Nation dans le cadre des concertations lancées le 2 novembre par le chef de l'État pour sortir de la crise avec ses partenaires de la coalition au pouvoir, les fidèles de son prédécesseur Joseph Kabila. Du côté de l'opposition, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont répondu à l'appel du chef de l'État. Le porte-parole du président a informé qu'une phase de compilation des mémorandums déposés par les invités suivra et c'est à la fin de cette étape que le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Investi en janvier 2019, le président congolais gouverne en coalition avec le Front commun pour le Congo FCC de son prédécesseur Joseph Kabila au terme d'un accord secret. Le FCC est majoritaire au Parlement et au sein du gouvernement où il détient le poste de Premier ministre. Les tensions se sont multipliées au sein de la coalition, exacerbées par la nomination de 3 juges à la Cour constitutionnelle, dénoncée par le FCC. Ce mercredi, le FCC a décliné l'invitation de dernière minute que lui a envoyée la présidence de la République. Dans une lettre au chef de l'État, le FCC a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec le président de la République, mais dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition majoritaire. En Guinée, les partisans du principal parti d'opposition ont manifesté mercredi pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. Plusieurs manifestants ont été blessés à l'occasion de cette échauffourée. Reportage.
Une centaine de partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, parti de Cellou Dalein Diallo, principal adversaire de Condé à la présidentielle du 18 octobre, ont manifesté mercredi, malgré l'interdiction du gouvernement. Dans le centre-nord, la police a dispersé la manifestation. Une vingtaine de personnes ont été blessées selon des témoins et une source hospitalière a fait état de 7 blessés. Un nombre indéterminé de manifestants ont été également arrêtés mercredi et conduits à la gendarmerie ou dans un camp militaire de la ville, a indiqué à l'AFP une source de sécurité. L'appel n'a pas reçu un écho favorable à Conakry. La deuxième fois au moins en novembre que l'UFDG peine à rassembler les foules dans cette ville alors que la mobilisation contre un troisième mandat d'Alpha Condé a mis des milliers de personnes dans la rue à plusieurs reprises après octobre 2019. Avec le maintien de l'appel de l'UFDG, gendarmes et policiers ont été positionnés aux endroits sensibles de Conakry, comme l'aéroport ou les ponts. Des magasins sont restés fermés à Médina, grand marché de la capitale, mais les administrations, banques et stations essence sont ouvertes dans le centre-ville. Le gouvernement a annoncé dimanche l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des manifestations en invoquant la pandémie de la Covid-19. La candidature de Alpha Condé a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis 1 an et dans les jours qui ont suivi l'élection. 5 figures de l'opposition, dont 4 membres de l'UFDG, ont été emprisonnés en novembre, mis en cause par les autorités pour implication dans les violences autour de la présidentielle. La délivrance du passeport de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale est en cours. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Abidjan le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré. À l'issue du Conseil des ministres, Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a affirmé que la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo est en cours. Le processus est en cours. Il y a une évolution, il y a la nécessité de produire des documents administratifs. C'est un dossier qui est ordinaire dans son traitement. Il ne faut pas en faire un dossier spécifique, a-t-il affirmé. Le feuilleton du passeport dure depuis plusieurs mois. Abiba Touré, l'avocate de l'ancien président, avait accusé en juillet les autorités de lui refuser le passeport, notamment afin qu'il ne puisse pas rentrer dans son pays pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Le retour de Laurent Gbagbo est l'un des points en discussion entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire du président Alassane Ouattara, estimant son 3e mandat anticonstitutionnel. L'ancien président Henri Konan Bédié a suspendu vendredi dernier sa participation au dialogue avec le président Ouattara, dialogue amorcé le 11 novembre dernier pour faire baisser la tension dans le pays. Au moins 85 personnes ont été tuées dans les violences liées au scrutin depuis le mois d'août. Toutefois, le président Alassane Ouattara a déjà assuré à plusieurs reprises qu'il était favorable à un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. De source présidentielle, il a été apprécié que Laurent Gbagbo n'appelle pas à la désobéissance civile, comme le reste de l'opposition, et se soit montré défavorable à la participation des cadres de son parti au Conseil national de transition mis en place par les opposants. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.